Comment j'ai liquidé le siècle, signé Flore Vasseur aux éditions des Équateurs. Alors l'histoire est extrêmement simple, hein, l'histoire de Pierre, trader, ça veut dire donc rythme infernal, salaire délirant, mais aussi carrière très courte. Il représente absolument tout ce qu'on peut détester, cynique, tout droit sorti d'un roman de Bret Easton Ellis. Vous dites, il a 37 ans et 40 millions d'euros sur un compte aux îles Caïmans. Ça pose un peu le personnage. Mais le voilà choisi par une vieille dame en fauteuil roulant, qui elle pourrait être sortie d'un roman d'Agatha Christie, assez énigmatique, qui dirige une espèce d'organisation occulte transatlantique et qui va lui promettre une clé USB à l'effigie d'Hello Kitty. Vous savez, la petite une marionnette, le petit chat Hello Kitty. En lui disant, voilà, il y a ici un programme informatique qui va vous permettre de faire sauter le système. Est-ce qu'il va utiliser, ce trader, cette clé USB à l'effigie d'Hello Kitty? On ne le saura que dans les dernières pages. Suspense impeccable et surtout satire au vitriol de notre société, roman de mœurs, comme on dit. Comment avez-vous eu l'idée, Flore Vasseur, de ce roman quand même un tout petit peu paranoïaque? Bah écoutez, c'est assez simple. Je crois qu'il y a 2 ans, il y a eu l'affaire Kerviel, qui nous a tous pris complètement par stupeur. Et 2 jours plus tard, Daniel Bouton est intervenu au journal de France 2, je crois, et il a dit... Daniel Bouton, qui est le patron de la Société voilà, Générale. pardon, effectivement, excusez-moi. Et il a dit, ce Kerviel est un terroriste pervers. Et moi, j'avais vécu, vous l'avez dit dans votre sujet, j'avais vécu le 11 septembre. Voilà, le terrorisme, ça me parlait un tout petit peu. Enfin, il y a quelque chose qui a cliqué en moi, et donc je me suis dit, mais terroriste pervers, c'est pas du tout ce que je pensais de cet acte. Et j'ai littéralement tapé terrorisme et finance, et je me suis dit qu'effectivement, ces gens-là, qui ont vraiment une main sur le monde terrible, avait un pouvoir de nuisance incroyable qu'on commence à découvrir aujourd'hui, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines, j'ai envie de dire. Et j'ai commencé à enquêter sur le lien entre terrorisme et finance, et là, j'ai eu de la matière pour mon livre, mais peut-être pour 10 livres. Alors allons-y, parce que vous dites les vrais truands, ce ne sont pas tellement les mafieux russes qu'on voit dans les pages People de certains magazines, ce sont ces jeunes traders qui un jour embrassent Nelson Mandela et le lendemain, avec un seul clic de souris, réussissent à financer les rébellions et de véritables trusts de gangsters, c'est ça? Ben, ils ont tous les apparats de l'establishment, ils sont très très respectés. Enfin, je vais aller à l'extrême. Je vais parler aujourd'hui de Goldman Sachs, qui est une firme qui a été extrêmement respectée pendant des années et qui l'est toujours. Sauf qu'aujourd'hui, on commence à comprendre dans notre quotidien l'emprise de cette banque d'affaires sur nos vies et d'une manière générale de la banque sur nos sociétés. Vous voyez ce qui s'est passé en Grèce, vous voyez la crise des subprimes. Enfin, et on ne soupçonnait pas ce pouvoir-là. Donc oui, le livre, qui est une enquête et qui est aussi une fiction, fait vraiment Jusqu'où une fiction? Jusqu'où une fiction. Je dois dire franchement que ce livre, je l'ai écrit sur 2 ans, donc le déclic, ça a été l'affaire Kerviel, et je me suis arrêtée net au moment de la faillite de Lehman Brothers, cette banque qui a fait faillite il y a 1 an et demi, parce que la réalité dépassait tout ce que je pouvais imaginer. J'espère quand même que la réalité ne dépassera pas ce que vous imaginez dans le livre, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de faire imploser le système capitaliste. Alors revenons au roman, parce que vous n'avez pas donné l'impression qu'on est dans Capital ce soir, vous êtes bien sur la grande librairie, c'est bien une émission littéraire. Qui est Pierre, le héros trader de ce roman? Alors Pierre est probablement un héros assez générationnel. On écrit, vous savez, toujours un peu de ce dont on connaît, ce qu'on connaît. Et Pierre est un enfant, est un bon petit de la méritocratie, presque un perroquet, comme vous mentionnez tout à l'heure, qui a toujours bien travaillé, qui a jamais contesté quoi que ce soit, et qui s'est réfugié dans les mathématiques pour oublier l'enfance. Et qui a fait Polytechnique, et qui, après Polytechnique, est rentré dans la banque, parce que c'est le seul endroit, quand vous aimez les maths, où vous pouvez continuer à bidouiller les chiffres. Et donc, il est rentré là-dedans sans réfléchir. Et c'est assez, je pense, représentatif de ceux qui nous gouvernent en ce moment. Attendez, là, vous le mettez sous un jour très favorable. Enfin, vous allez plus loin. Vous dites qu'il n'a aucune spiritualité. Ah oui. C'est quelqu'un qui, pour se faire aimer, paye une prostituée au quotidien, qui s'occupe absolument pas de sa fille, qui a 14 ans, anorexique. Oui. Tout cela est vrai, oui, mais c'est ce monde-là de refuge. Enfin, il y a un lien quand même entre quelqu'un qui est dans le refuge avec les mathématiques et les traders. C'est un monde
d'autistes. C'est des gens qui sont hyper brillants, qui connaissent très très bien leur domaine, mais qui sont complètement déconnectés du réel. Et j'avais envie de peindre ça. Et c'est vrai que c'est un personnage de roman, mais j'ai la surprise de voir, avec des retours de lecture, que souvent on me dit, pour des personnes qui sont dans ces milieux-là, t'es en dessous de la réalité. Et alors il est approché, pour ne pas dire manipulé, par le Bilderberg. Qu'est-ce que c'est que le Bilderberg? Alors Bilderberg, c'est quelque chose qui existe, qui a été créé dans les années 50, qui est effectivement, vous l'avez dit, un organisme transatlantique monté par des Américains et qui réunit une fois par an, dans un lieu de tenue secret, toute l'élite occidentale et masculine, à peu de choses près, des médias, de l'armée et de la finance. Est-ce que les patrons du Bilderberg ont vraiment, comme vous l'écrivez dans ce roman, trempé dans toutes les théories du complot imaginables, c'est-à-dire de l'assassinat par noyade de l'actrice Nathalie Wood, en passant par l'assassinat de JFK en instrumentalisant Lee Harvey Oswald? Alors non, ça c'est... moi je me suis servi effectivement d'un matériau qui existe, qui est le Bilderberg, et après j'ai tiré la réalité. Et effectivement j'ai créé ce personnage de Madame Crutzen, dont vous parliez tout à l'heure, qui est cette femme qui a 80 ans, qui est une théoricienne... La néoconservatrice par excellence. Complètement, et qui refuse complètement ce qu'on voit aussi en ce moment, qui est ce basculement de la puissance mondiale des États-Unis vers la Chine. Et pourquoi écrivez-vous que ce rassemblement a inventé l'American Way of Life? Parce que ça c'est vrai, je pense. Souvenez-vous, les années 50, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le début, le développement d'économie capitaliste est fondé sur un pilier très important qui est la consommation et donc la publicité. Et quand vous voyez qui participe à cette élite, vous voyez l'élite financière, vous voyez l'élite bancaire et vous voyez l'élite des médias. Et tout ce monde-là se tient dans la création d'un système dont on voit aujourd'hui un peu les limites. Qu'est-ce que vous dénoncez exactement dans ce système? C'est le fait que tout le monde se tienne, ou alors, comme vous l'écrivez page 19, qu'il organise la confusion entre bonheur et consommation pour mieux abrutir les foules? Bah oui, c'est la théorie de l'aliénation par la consommation, effectivement. Mais je pense qu'on est vraiment en plein dans le début de cette critique de modèle de société-là. Claude Durand? Oui, c'est une des grandes réussites du livre, à mon avis, c'est que... Attention, l'éditeur parle, 30 ans de Fayard, hein. C'est que c'est aussi au niveau du lexique. Oui. Vous avez le lexique des salles de marché, les anglicismes, etc. Mais vous avez réussi à mettre dans le lexique français, dans les noms, dans les phrases communes, toutes les marques. Ouais. Et les marques, pas n'importe quelle marque. Ces marques dont le philosophe Eugène Sisek disait qu'on nous les vend avec une plus-value virtuelle. C'est-à-dire que vous achetez une voiture, mais intelligente. Vous achetez un costume qui va vous permettre de transcender l'existence. Vous avez des chaussures qui vont vous porter vers l'avenir. Vous voyez, donc tout votre livre repose sur cette forme de consommation, qui n'est pas seulement une consommation d'objets, mais de valeurs ajoutées, de valeurs fictives ajoutées et ça c'est très, très réussi dans l'ordre. Et alors, on en vient précisément, Claude Durand, à ce qui fait, je trouve, l'un des sels de ce livre, qui est vraiment formidable, c'est que derrière, il y a aussi une réflexion sur ce qu'est la vie aujourd'hui, sur ce qu'elle est devenue, sur notre rapport à la consommation et au bonheur. Vous écrivez, page 134, Boris Cyrulnik, je vais vous demander de réagir, écoutez bien. Une vie dure en moyenne 80 années. D'accord. Elle se joue sur 4 ou 5 épisodes de quelques secondes chacun. Vous êtes d'accord avec ça? Une vie, génétiquement, on a droit à 120 ans d'existence. C'est-à-dire que si on meurt avant, on peut déposer une plainte. Ouais. Mais ça se joue sur 4 ou 5 secondes à chaque fois? Mais absolument. Vraiment? Alors, oui, mais pourquoi? C'est formidable pour les romanciers, remarquez. Hein. Non, mais c'est ce qu'on appelle les périodes sensibles. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est sensible à cet événement à ce moment-là, alors que le même événement, 6 mois, une semaine après, on y sera plus sensible. Donc il y a une rencontre entre un événement et une espérance, une attente de l'événement. Et là, c'est 4 ou 5 secondes. C'est quelques secondes, c'est une décision. Mais c'est une rencontre. Je ne dirais évidemment pas si, à la fin du roman, Pierre se sert de cette clé USB sur laquelle il y a un virus, enfin un système informatique. Notez d'ailleurs que le nom de cette clé, HK 2010, est très voisine du virus de la grippe aviaire. Hein. Donc c'est une pandémie là aussi. Hein. On ne dira pas, Claude Durand, ce qui se passe à la fin du roman, mais quand même une question. Comment j'ai liquidé le siècle? Bon, allez, admettons, hypothèse, qu'on le liquide, ce siècle. On le remplace par quoi, le capitalisme?
Alors, On rentre à Annecy faire du snowboard tous? on cherche un jardin. Voilà, moi je crois que mon utopie c'est ça, c'est se chercher un jardin pour planter ses patates, pour revenir à quelque chose de très concret, cultiver son jardin, même symbolique, se récupérer sa pensée, arrêter d'être des perroquets. Oui, je pense que effectivement dans ce désir d'insurrection, dans ce désir de liquidation, il y a une forte volonté de se réapproprier ce qu'on est. Et finalement, moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de dénoncer la façon dont on est dépossédé aujourd'hui par les marques, par les marchés, par les médias, enfin, excusez-moi, je suis effectivement aussi sur une émission, mais de ce qu'on est, parce qu'on est dans une course folle. Vous savez qu'on peut aussi détourner le Boeing en montant à l'intérieur. C'est ce qu'on fait aussi dans les émissions, et c'est un peu ce qu'on fait dans les romans. Ça s'appelle Comment j'ai liquidé le siècle. C'est publié aux éditions des Équateurs sous la signature de Flore Vasseur. Formidable roman, l'histoire donc d'un djihadiste en berlouti, quoi, pour faire simple. La crise ne fait pas seulement la une des rubriques économiques des journaux, elle fait aussi écrire et vendre des livres. Les romanciers s'emparent des soubresauts financiers du monde actuel, mettent en scène des traders et révèlent les excès du système. Il y a 4 ans, Flore Vasseur publie Une fille dans la ville, son premier roman. Elle y dénonce l'obsession du profit dans le capitalisme. On la compare alors à Tom Wolfe, l'auteur du Bûcher des Vanités, et à Bret Easton Ellis. On découvre surtout sa propre histoire, celle d'une vie devenue une course folle. Flore Vasseur est née à Annecy en 1973 et c'est sur des skis d'abord qu'elle fait ses premières pointes de vitesse. Elle devient championne de snowboard. Mais dans l'ascension de Flore Vasseur, les sommets ressemblent plus à Manhattan qu'au Mont Blanc. Diplômée d'HEC, elle part à New York. À 24 ans, elle fonde son entreprise de marketing, profite de l'euphorie qui règne en cette fin des années 90. Elle est chasseuse de tendances, décrypte la consommation, les modes de vie. Mais un événement va tout bouleverser. Le 11 septembre 2001, Flore Vasseur est à quelques blocs des Twin Towers. C'est le déclic. Elle quitte Manhattan, se rend à Kaboul pour quelques mois et revient définitivement en France où elle entame l'écriture de son roman. Aujourd'hui, Flore Vasseur est toujours à l'affût des tendances, mais sa démarche n'est plus uniquement mercantile. Elle s'intéresse à ceux qui veulent changer le monde, dont elle parle par exemple dans des articles de presse. Et la chef d'entreprise, qui vivait le pied au plancher, fait désormais l'éloge de la lenteur.